Şabo TV ekranına hoş geldiniz. Bugün Ulayi'yi Bastia'da keşfeden futbol scoutu, Bastia scoutu Antonetti ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. Sefer Hasan Hoca çok sağ olsun bize yardımcı oldu Fransızca tercüman konusunda. Yine Furkan da aracı oldu sevgili Antonetti'nin buraya bağlanması noktasında. Kendisine sorularımız olacak. Kendisinde bizi bence tatmin edici cevapları da olacaktır. Hepiniz hoş geldiniz diyelim ve başlayalım. Hatta ilk soruyu Furkan'la başlayalım. Eski bir röportajınızda olayı Fas'taki bir turnuvada keşfettiğinizi söylemiştiniz. Olayı keşfetme sürecinizi biraz daha detaylı anlatır mısınız? Nasıl gelişti, nasıl oluştu bu keşif süreci? Oui, alors, bon, bah, écoutez, pour tout vous expliquer, Oui. on a été invité lors d'un tournoi, c'était un événement au Maroc qu'organisait, et j'en profite pour dire que c'est un merveilleux événement qui se déroule en Afrique à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, où on a pu justement observer et déceler certains joueurs, dont Christo Oulay. Donc je crois que c'est lors de l'événement de décembre 2022 qui s'est déroulé au Maroc. Et c'est là où on a découvert pour la première fois le petit Oulay qui participait au tournoi avec son académie de JMG Côte d'Ivoire. Voilà, c'est là où la première fois je tombe sous le charme de Christo, quoi, tout simplement. Oui, et ça avait bugué un petit peu. C'était un tournoi de plusieurs académies, c'est ça? Alors, c'est un tournoi qui est organisé donc par Black Skill. Black Skill, qui ok. comprend, je crois, une douzaine, 12 ou 14 équipes. Black Skill, c'est pas des Alors, agents Black de Skill, joueurs? voilà, Black Skill, pour tout vous dire, c'est la boîte d'accompagnement sportif d'agents qui s'occupe de la gestion sportive des enfants de l'académie Jean-Marc Guillou et d'autres académies en Afrique. Et voilà, c'est eux qui organisent cet événement, et ça permet aux différents observateurs, recruteurs venus du monde entier, parce qu'on était très nombreux. Je crois que sur cette édition, on était un peu plus de 60, 65. Recruteurs? Ouais, recruteurs Okay. européens. Alors, c'est un événement qui est essentiellement essentiellement les recruteurs et les personnes accréditées au club sportif peuvent s'y présenter. Donc voilà, c'est pas un tournoi qui est ouvert à tout le monde, et voilà, c'est quelque chose qui est bien organisé. Donc voilà, c'était un tournoi au Maroc. C'est lors de ce tournoi que j'ai vu le petit Christo, voilà. D'accord. Par exemple, un recruteur indépendant, disons, qui n'est pas lié à un club de foot professionnel, il ne peut pas participer, il ne peut pas aller observer ce tournoi. Alors, je ne fais pas partie de l'organisation du tournoi, mais je ne pense pas, parce que c'était des personnes qui étaient accréditées, donc c'est-à-dire qui dépendent du club, et justement pour le bon déroulement et pour pas qu'il y ait de personnes, on va pas dire parasites, mais bon, que ça puisse se passer dans les meilleures conditions déjà pour les observateurs, et voilà. Hocamız İnao Ulay'ı Fas'ta keşfetti. Bir turnuvada keşfediyor oyuncumuzu. Fas'taki turnuva Black Skill adında bir menajerlik şirketi tarafından organize edilen bir turnuvaydı. 60 ila 70 arası scout vardı bu turnuvada, ama hepsi bir kulübe bağlı olan akredite scoutlar. Yani bağımsız scoutların yüksek olasılıkla katılamadığı, giremediği bir organizasyon. Orada keşfetti Ulay'ı. Orada başka hangi kulüplerin acaba scoutu vardı ve hoca dışında Olayı'nın çok önemli bir oyuncu olacağını başka kulüplerin scoutları acaba fark etmiş miydi? Il y a beaucoup de clubs qui sont représentés. Je vais vous citer quelques grands clubs anglais. Je crois qu'il y avait Liverpool, il y avait les représentants de Liverpool, de Manchester, il y avait les représentants de Barcelone. En France, il y avait les représentants de Monaco, de Lyon, de Rennes. Enfin voilà, il y a beaucoup de Leverkusen. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait pas mal de. Bon, voilà, il y a énormément de clubs professionnels, des grands clubs, des clubs moyens, des petits clubs. Et je vais vous dire sincèrement, à un moment donné, quand je me suis retrouvé dans cette tribune où il y avait énormément de monde, je me suis demandé comment
comment moi qui représentais Bastia, comment j'allais faire pour Recruter quelqu'un. à un moment donné recruter quelqu'un. Alors recruter quelqu'un, on peut toujours recruter quelqu'un, mais est-ce qu'on peut recruter ceux qui nous paraissent les meilleurs profils et les meilleurs potentiels? Et voilà, donc maintenant on était très nombreux. Après, je crois savoir, parce que si vous voulez, quand lors du tournoi on prend des notes, Mhm, on questionne un petit peu justement les organisateurs du tournoi, mhm, on connaisse un petit peu plus sur la mentalité, sur la personnalité des garçons. Et je crois savoir qu'à ce moment-là, quand je pose la question sur le fait d'essayer ou de pouvoir avancer sur Christo, alors il n'avait pas encore l'âge requis pour arriver en Europe, mais du moins déjà de se positionner pour un petit peu tâter le terrain et voir ce qu'il est capable, ce qui a lieu ou pas de faire. On m'avait dit qu'il y avait des clubs qui étaient intéressés, justement plus huppés que le standing de notre club, et qu'il allait être difficile pour nous, à un moment donné, de se mêler à la bataille pour attirer Christo Oulay. Donc c'était en 2022, donc je crois qu'il avait, il avait 16 ans, je crois. Donc voilà ce qu'on m'avait répondu, donc j'avais pris note d'un garçon, voilà, plein de potentiel, avec un bon avenir à mes yeux. Mais voilà, on m'avait signifié qu'il y avait de la concurrence et qu'on était parmi la concurrence, on n'était pas comment expliquer, Les favoris. voilà, les favoris, les plus quinquants, les plus à même à un moment donné à peut-être à sortir une somme assez conséquente pour attirer ce joueur. Voilà. Mhm. D'accord. Bon, je pense qu'on va y revenir après. À la suite, je vais juste traduire cette partie. Allez-y. İlk başta zaten kulüpleri sıraladı. Leverkusen, Monaco, işte Liverpool, bu kulüpler vardı. Yani kulüplerden birkaç tanesi bunlar. İşte büyük kulüpler, orta seviye kulüpler, daha düşük seviye kulüpler Bastia gibi. Tabii ki kendisi de tribündeyken, işte maçları izlerken kendi kendine şunu sormuş. Yani biz buradan yüksek potansiyelli hangi topçuyu alabiliriz bu kulüplerin arasında? Yani ne işim var burada gibisinden de düşündü diyelim. Oyuncumuza gelirsek başka kulüplerin, daha üst seviye kulüplerin ilgilendiğini, not aldığını duydu, biliyor ama hangi kulüpler olduğunu söylemedi. Bunları söyledi yani kısacası. Yani yüksek potansiyelli hangi futbolcuyu alabiliriz? Hangi rakamlara çıkabiliriz biz Bastia olarak? Tabii onu düşünüyordu oradayken. Diğer şeyleri görünce, diğer kulüplerin scoutlarını. Trabzonspor şu anda Türkiye'nin en iyi scout ekibiyle çalışıyor. Ve bu ekip 3-4 kişiden yalnızca oluşuyor. Fransa'da benzer bir operasyon kaç kişiyle yürütülüyor? Scout ağları genel olarak büyük kulüpler özelinde, şampiyonluğa yarışması muhtemel takımlar özelinde kaç kişi ya da bu organizasyonlar Bastia'da doğrudan nasıl yapılıyor? Onu sormak istiyorum. Alors, pour parler de mon expérience, à cette époque-là, en 2022, je suis tout seul au recrutement. D'accord. Et ensuite, il y a Gilles Sioni qui m'a rejoint à la cellule recrutement, qui aujourd'hui a un poste plus important au sportif, qui est directeur sportif. Et voilà, donc aujourd'hui, à l'époque où on observe ce tournoi, je suis seul. Aujourd'hui, on est deux dans le domaine recrutement sportif avec le coach qui le complète. Et ensuite, aujourd'hui, sur les cellules de recrutement, ça diverge. Il y a des cellules qui sont composées de 3-4 personnes, il y a des cellules qui sont composées de 10 personnes, voire plus. Après, tout dépend. On va dire qu'aujourd'hui, au plus on ramène d'informations, mais il est possible que au plus on est et au plus l'information, du moment où elle est récoltée, elle se disperse parce que justement, on est trop et pour qu'elle atteigne les personnes, on va dire, qui décident, il y a
il y a pas mal de chemin à faire et des fois l'information se perd. Voilà. Mais ouais, aujourd'hui, ça dépend des catégories de clubs, ça dépend des moyens qui sont mis. Des budgets, etc. Voilà, exactement, des budgets, des standings de clubs. Voilà, aujourd'hui, je vous dis, nous, quand on se déplace en 2022 sur ce tournoi, je suis tout seul. Et il y a des cellules qui sont composées de plusieurs personnes. D'accord. Donc là, vous êtes actuellement deux, donc vous et Gilles Sioni, mais lui qui est directeur sportif, c'est ça? Qui est passé directeur sportif depuis le départ de mon oncle l'année dernière au mois d'octobre ou novembre. D'accord. Et voilà, il y a eu une redistribution des cartes et voilà. D'accord. Okey. Hocamız diyor ki kulüpten kulübe değişir bu işler. Yani bazı takımlarda, bazı kulüplerde 15 kişilik, 10 kişilik, 20 kişilik gruplar olabilir. Bu biraz şeye bağlı. Hani yönetimin harcayacağı bütçeye göre, takımın işte büyüklüğüne göre değişebilir. Biz 2 kişiyiz diyor. 2022'de tektim ben diyor. Yani Ulayi'yi keşfettiğinde tek başınaydı. Şimdi 2 kişiler, diğer kişi de şu an sportif direktörlüğe geçti geçen seneden beri. Amcası olan meşhur Antonetti hoca sportif direktördü. O gittikten sonra Gilles Sioni adında birisi, sanırım da eski futbolcu, sportif direktörlüğe geçti. Scout olarak da hocamız tek başına yürütüyor bu işleri ve şunu dedi, şu bilgiyi paylaştı. Şu ayrıntıyı diyeyim. Çok kişi olunca ekipte bazen bunun dezavantajları da oluyor. Tamam, çok bilgi toplayabiliyorsunuz, çok futbolcu izleyebiliyorsunuz bir anda ama bu sefer bilgi akışında sıkıntı olabiliyor. Yani karar vericileri ikna etmek zor olabiliyor bu açıdan. Yani ekip çok kalabalık olduğunda bazen onun da dezavantajları olabiliyor. Peki şimdi az önce dedi ya başka kulüplerde o turnuvayı izliyordu diye. Bastia kulübü olarak Sayın Antonetti ve arkadaşları Olayi'yi burada nasıl ikna ettiler? Hem şunu sorayım. İlk izlediğinde en çok Olayi'de onu ne etkiledi? Bu bir. İkinci soru da şöyle sorayım. Bastia kulübü Olayi'yi nasıl ikna etti? Diğer kulüplerin önüne nasıl geçti Bastia kulübü? Alors, question concernant le tournoi au Maroc quand vous avez observé Oulay. Comment vous avez pu le convaincre? Parce que vous aviez dit que ça allait être difficile avec les autres clubs plus huppés qui sont là, qui observent et qui sont probablement, une partie a probablement pris des notes sur lui, tout comme vous. Et qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez lui sur le terrain quand vous l'avez observé? Alors écoutez, ce qui m'a le plus marqué quand la première fois que je le vois, c'est beaucoup de personnalités qui se dégageaient de ce jeune joueur à gabarit athlétique un petit peu atypique, de par sa taille, sa capacité à ressortir les ballons sous pression, ce qu'il fait aujourd'hui encore est exceptionnel et merveilleux à voir. Son sens du jeu, son très fort dans les duels au sol, que ça soit offensif ou défensif. On le voit ressortir souvent vainqueur de ces duels-là. Tenace à la récupération du ballon, capable de déclencher des bons pressings. Et une capacité à éclairer le jeu et à faire progresser le jeu de par des passes ou de par de la percussion balle au pied. Voilà, après, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il a le ballon dans les pieds, il se passe quelque chose, quoi. Donc c'est ça qui m'avait un petit peu marqué et qui m'avait enchanté chez Christo. Et ensuite, comment on a réussi à le convaincre? Alors, il faut savoir que du moment où on le détecte, c'est-à-dire en 2022, on prend essentiellement des notes et on n'a pas de contact direct avec les joueurs. Toute discussion se fait avec les représentants de ce tournoi et qui sont les représentants du joueur. Et voilà, si vous voulez, on avance nos idées, on avance nos souhaits et ensuite il se passe du temps et puis on continue à suivre les dossiers. Mais vu que on m'avait pas refroidi, mais on m'avait un petit peu éclairé sur la situation,
Et du fait qu'il y avait pas mal de clubs, je m'étais attardé sur d'autres dossiers, on va dire, faisables Oui. à ce moment-là. Mais à savoir que, donc, on le voit, je crois, en décembre 2022 lors du tournoi. Et ensuite, moi, je me déplace en septembre 2023 en Côte d'Ivoire pour voir une autre académie, pour faire une petite tournée en Côte d'Ivoire. Mhm. Et le hasard des fois fait bien les choses. Et je revois le Christo. Alors ce jour-là, qui joue défenseur central, mais c'est Mhm. ce jour-là où je me dis, le petit, il a quelque chose vraiment de plus que les autres. Je le vois dans un tournoi, donc c'est-à-dire en septembre 2023. Et c'est là où un petit peu pas que je renoue lien, parce que j'ai des liens assez fréquents avec les représentants, mais je questionne de nouveau autour de Christo, savoir où il en est concernant son avenir, est-ce qu'il y a des possibilités, est-ce que ça va avancer avec les clubs justement concernés, concernés au départ. Et voilà. Donc après, comment on a réussi à le convaincre? Donc, à sortie de ce match-là, en Côte d'Ivoire, on reprend, donc, comme je vous dis, contact avec les agents. Et ensuite, il y a une nouvelle édition du tournoi où l'Académie de Christo participe, mais Christo Mhm. n'est pas là, ne fait pas le tournoi. Et je me dis, bon, c'est certainement, il a trouvé son club et donc il expose plus au club pour une recherche de projet. Donc il ne doit pas être là. Et c'est à ce moment-là que les discussions, on va dire, concrètes démarrent. Je crois que c'est en mai 2024. C'est ça, en mai 2024, lors du tournoi de Blaskill de nouveau. Et là, je me pose la question pourquoi le petit n'est pas au tournoi. Est-ce qu'il a signé? Et là, on me dit que non, il a été, entre guillemets, il y a eu un problème de comportement, je ne sais quoi. Mhm. Et ils l'ont pas amené au tournoi. Et je pense que ça a fait notre bonheur parce c'est à ce moment-là qu'on s'est mis vraiment dessus et on a été assez tenace sur le dossier. Et ça a avancé avec le représentant du joueur. Voilà, on a essayé de convaincre que justement le projet Bastia n'était certainement pas le plus, on va pas dire le plus beau, mais je sais pas moi, peut-être celui qui allait rapporter, pas le plus, qui allait le plus rapporter, mais par contre où on pouvait faire valoir nos arguments, c'est-à-dire de faire progresser les jeunes joueurs, de les exposer assez rapidement. Et c'est ce qui a, je pense, convaincu les représentants et les représentants du joueur et les représentants de l'académie à, à vouloir faire le grand saut à Bastia, quoi. D'accord. Donc, son problème de comportement, comme vous avez dit, ça a Alors, je fait sais pas votre... s'il y a vraiment eu un Ouais. problème de comportement ou c'est une punition. Je sais pas ce qu'il Ouais. y avait réellement eu. Le fait est, c'est qu'il n'avait pas participé au tournoi. Ouais. Et que, alors, est-ce que le fait de moins être exposé euh, a fait qu'il y avait moins de concurrence? Mais bon, moi, au vu du Mhm. premier tournoi qu'il avait fait en 2022, je m'étais dit qu'il y avait des clubs qui allaient suivre le dossier et qui allaient à un moment donné dégoupiller et qui allaient Mhm. concrétiser le dossier, quoi. Mais non, apparemment non, il y a eu du temps qui a passé, peut-être que les clubs se sont orientés vers d'autres profils, vers Ouais. d'autres dossiers. Et nous, on est resté, on va dire, entre guillemets, caché derrière. Et on a réussi à convaincre les différentes parties pour pouvoir le, Recruter. le convaincre et le recruter à Bastia. Voilà, en juillet 2024, c'est ça. Ça a pris du temps quand même. Du début jusqu'au Alors, temps de recruter, ça a fait 2 ans quand même. c'est ça, 2 ans. Alors, le tournoi, il comprenait les tranches d'âge de 16 à 17 ans, parce que Christo faisait partie des joueurs qui étaient les plus jeunes, je crois. Mhm. Et oui, il se passe du temps parce que tout étranger ne peut pas venir et être qualifié en Europe avant ses 18 ans, Mhm. la majorité. Donc, il se passe du temps du moment où on le détecte, on va dire. Ensuite, il y a un suivi qui se met en place du joueur.
à travers des observations. Et ensuite, la phase où il y a une concrétisation, oui, il s'est passé du temps, oui, effectivement. Et je Très pense bien. que le temps a joué en notre faveur. O favor, ouais. Très bien. Evet. Şimdi dikkatini çeken kısımlara gelirsek birkaç şey dikkatini çekti. Tabii doğal olarak. Kısa boyuna rağmen çok atletik. Yani biraz farklı, atipik bir profil olarak gördü kendisini. Topu ayağından vaktinde çıkarması, yani baskı altındayken topu temiz çıkarması, topla ilişkisi, ikili mücadelelerde başarısı, yerden olsun, havadan belki biraz daha zayıf tabii ki boyundan dolayı ama top yerdeyken ikili mücadelelerde, omuz omuza olan ikili mücadelelerde çok başarılı buldu kendisini. Farklı bir kişilik, farklı bir şey gördü onda. Hani deli dolu olması hakkında da bir şeyler soracağız sonrasında. Onunla bağlantı, onu gördü zaten sahada. Öyle mi? Scout hocamız. Dikkatini çeken kısımlar bunlar. Peki nasıl ikna etti? İkna konusu şöyle aslına baktığımızda uzun sürdü. Yani şöyle uzun sürdü. İkna etmek uzun sürmedi ama keşfedilmesi 2022'nin ortaları diyelim. Bastia'ya transfer olması 2024 Temmuz. Evet. Ben de onu sordum. Hani 2 sene geçmiş falan. Evet. Şöyle ilk turnuvada orta saha oynadı. Bir sonraki sene Stoper. fil dişinde başka bir turnuvaya gidiyor hocamız. Hmm. Yani Ulay için gitmiyor aslında. Tesadüfen onu orada görüyor. Orada ama stoperdi. O turnuvada stoperdi. Orada da yani gayet başarılı bir şekilde oynadı. İki defa mı izledi yani? İki Evet. farklı turnuva. Aynen. Sonrasında 3. bir turnuva. Tamam. O turnuva yine Black Skill'in turnuvasıydı. Ama Ulay yok orada. Hani onun akademisi GMC Akademi fil dişi GMC Akademisi'nin takımı vardı. Ulay yoktu. Hocamız da şaşırdı niye yok diye. Sorup Evet. soruşturmuş. Güya hani disiplin sorunundan falan bahsettiler. Hani o da emin olmamakla birlikte öyle bilgi almış. Hani tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum dedi. Gerçek mi o da net belli değil. Ufak bir ceza mı verdiler artık ona, belki ufak bir şeyden dolayı. Turnuvada yer almadı. Ama bu turnuvada yer almaması bizim avantajımıza oldu diyor. Çünkü belki daha da ön plana çıkacaktı o turnuvada. Öyle olmaması işimize yaradı diyor. Hatta hani başka bir kulübe mi gitti acaba diye düşünürken işte sorup soruşturmuş. Bu Black Skill zaten onun da hani temsilcisi gibi Ulay'ın. Onlarla yürüttüler zaten görüşmeleri. Onlar da tabii ki yok. Avrupa'da bir kulübe imza atmadı falan dediler. Bunlar da ya biz tekrar yoğunlaşalım bunun üzerine diye düşündüler. Çünkü aslında bu dönem yani Ulay'ı biz alamayız herhalde diye düşünüp başka futbolculara yönelmişler. Genç futbolculara. Sonrasında hani Ulay'da bir gelişme olmayınca hani Avrupa'da herhangi bir kulübün onu almadığını da görünce ya biz deneyelim şansımızı, ısrarcı olalım dediler. Nitekim öyle oldu. Biraz sürdü ama ikna ettik en sonunda. Yani temsilcilerini, kendisi de ikna olmuş oldu. Hani en heyecan verici proje değildi belki bizimkisi diyor ama takıma kazandırabildik diyor dedi. Vay be. Berat'ın bir sorusu vardı. Onu soracağım. Oyuncunun fiziksel ve yetenekleri onu dışarıdan izleyerek gözlemlenebilir. Ama mentali, takımın bir parçası olmasını, davranışlarını nasıl gözlemliyorlar yani bir scout olarak? Eski takım arkadaşlarıyla iletişime geçiyorlar mı ya da hocalarıyla? Böyle bir sorumuz var. Yani oyuncu gözlemede sadece oyuncu niteliklerinden ziyade işte karakterine, eski takım arkadaşlarıyla uyumuna ne kadar bakıyorlar? Bir scout olarak bunu nasıl yorumlar? Alors, la question suivante. Vous savez, quand on observe un joueur, on voit un peu voilà, ses habilités physiques
sa corpulence, comment il est, etc. Mais son mental, on ne peut pas facilement le cerner. C'est pas quelque chose qui s'observe facilement. Euh, quelles sont vos techniques, vos façons de faire pour, euh, pour savoir un peu comment il est mentalement? Est-ce que vous, par exemple, vous contactez ses anciens coachs? Est-ce que vous prenez contact avec sa famille, son environnement, par exemple, etc. Alors, sur ce cas-là, il n'y avait pas eu de prise de contact avec la famille. On avait D'accord. essentiellement pu parler avec, je vous dis, les représentants du joueur. Mhm. Après, comment on arrive un petit peu à déceler des mental du joueur? Alors, c'est par souvent de la gestuelle à la perte du ballon, comment est sa réaction, sur une injustice sur le terrain, comment il réagit, sur quelque chose, quand il fait quelque chose de bien, ben justement, il va réagir derrière. Est-ce qu'il va s'enflammer? Est-ce qu'il va rester lucide dans son match? Des fois, il y a plusieurs signaux qui peuvent nous alerter sur de la, sur, on va dire, sur de l'aspect mental du joueur. Après, c'est vrai qu'on n'a pas toutes les données, c'est juste de l'observation. On essaie d'observer le maximum de choses. On essaie de prendre des renseignements, bien sûr, auprès de son entourage. Mais sur ce dossier-là, c'est vrai que voilà, il n'y avait pas eu de prise d'information concernant sa capacité mentale. On nous avait seulement informé que c'est un joueur qui aime il faut qu'il soit challengé, c'est-à-dire qu'il faut être derrière lui. Il ne faut pas lui laisser le moindre espace et surtout pas le laisser s'asseoir dans une position confortable. C'est-à-dire qu'il faut être derrière, il faut le pousser derrière pour qu'il puisse être performant et tirer le maximum de son potentiel et de sa capacité. D'accord. Et donc, en général, sur d'autres joueurs, par exemple, ça vous arrive de prendre contact avec la famille. Pas sur ce cas, mais globalement, Alors, c'est quelque chose qui se fait. sur la famille, c'est compliqué, mais c'est C'est pas, rare. c'est rare, quoi. Alors, des fois, si on arrive à avoir ces informations-là, ben, de toute façon, au plus on a d'informations, au mieux c'est. Oui. Mais je vous dis, c'est souvent sur vous savez, le monde du football, c'est un monde qui est très petit. Beaucoup de monde se connaît, l'information se divulgue assez rapidement. Donc, non, on peut avoir des informations de par les anciens coachs, les anciens assistants coachs, les anciens préparateurs physiques qui ont pu avoir ces joueurs-là lors des saisons sportives. Mais l'aspect, enfin, le renseignement auprès de la famille, du moins, je parle pour moi, hein, c'est très rare. Je pense que c'est peut-être une façon de faire ou c'est peut-être plus fréquent chez les très jeunes joueurs, où justement, bah, c'est les parents qui ont la responsabilité de leurs enfants, et il est possible enfin, il est probable qu'on puisse juger l'équilibre familial, un petit peu la mentalité familiale, c'est possible. Donc, ça concerne peut-être le recrutement de joueurs dans l'Hexagone, en France. C'est ça, Parce qu'on peut c'est ça. recruter les mineurs, je crois, je en pense France, mais pas à l'étranger. alors, je vous dis, c'est une façon de faire qui peut être exportée à l'étranger, peu importe, hein. Mais pour ma part, je vous dis, le renseignement auprès de la famille. Après, par contre, une fois qu'on a le joueur sous notre aile au sein de notre club, ben là, il y a une relation qui se crée entre les proches du joueur, on va dire, et nous, pour justement essayer d'anticiper certains problèmes, pour essayer de faire passer des messages pour qu'ils soient bien réceptionnés, pour que, vous voyez, essayer de faire en sorte qu'on crée un lien autour du joueur avec les personnes de confiance. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a recours à la famille et aux proches du joueur. Mais je vais dire une fois que le joueur est chez nous, quoi. D'accord, ouais, pas avant. Pas avant. Du moins, moi,
c'est pas une méthode que j'applique. Oui. Voilà, il y a des représentants qui sont chargés de ça, il y a des entraîneurs qui sont chargés de ça. Voilà, on parle plus football à côté du foot, mais très peu avec la famille, mis à part si le joueur ou l'entourage me demande de discuter avec la famille, bien sûr. Soruda aileyle görüşmeden bahsediyordu sanırım arkadaşımız Beratti. Aileyle görüşmeni dahil edebiliriz evet, ama hani eski hocası, eski takım arkadaşları gibi birçok ismi Evet. sormuştu. Şöyle yani Ulay konusunda bunlar pek olmadı. Yani sadece futboluna odaklandık. Mentaliyle ilgili bir soru vardı. Şimdi Ulay'de ya da genel olarak izledikleri futbolcularda tabii ki mentali gözlemlemek çok kolay değil ama genelde şuna bakıyoruz dedi. Mesela bir saha içinde bir haksızlık, işte hakem tarafından ya da neyse, veyahut işte bir top kaybı. Yani bunlara tepkisi nasıl? Nasıl tepki veriyor? Surat ifadesi nasıl? El kol hareketleri. Yani bu tip şeylerde hareketlerde yani fikir edinebiliyoruz dedi. Öyle ölçebiliyoruz yani ufak tefek detaylar ile. Bilgi konusu işte aile olsun, çevresi olsun, yani bu oyuncuda böyle bir şey olmadı dedi. Yani Ulay için ailesiyle olsun, çevresiyle olsun çok fazla bir görüşme olmadı. Sadece temsilcileriyle görüştük. Biz futbolunu beğendik. Öyle takım kazandırmaya çalıştık dedi. Yani bazen tutmaya da biliyor. Bazen yani bütün bilgilere erişmek mümkün olmayabiliyor açıkçası. Daha fazla bilgi almak, çevresine başvurabiliyorlar ama benim kendi metodum çok böyle değil dedi. Yani daha çok futbol odaklı. Saha içinde ne yapabildiklerine, ne yaptıklarına ve nasıl tepki verdiğine bakıyorum dedi kısaca. Şu bilgiyi aldık dedi. Hep rekabetçi bir ortamda olması gerekiyor. Yarışmacı bir ortamda olması gerekiyor. Rahat bırakmamak gerekiyor. Rahat bırakırsan biraz salabiliyormuş. Yani böyle bir bilgi geldi onlara. Biraz Doğru. da yani uyuşuyor bizdeki durumuyla bence. Aynen evet. Evet. Yani orada bile kendini belli etmiş Olay nasıl bir oyuncu olduğunu. Evet yani o da 16 yaşında 15 yaşında bile öyleymiş yani. Benim Beni yayından önce sürekli şeyim vardı desteklemek- ya, gerçek bir deli olduğunu düşünüyor musunuz gibi bir şey düşünüyordum. Hani oyuncu gerçekten çok Aynen. Yani normal bir oyuncu değil yani. Zaten onu belki de farklı yapan o. Yani rahat bırakmamak gerekiyor ve desteklemek gerekiyor. Hep destekçisi olacaksın. Biraz pohpohlayacaksın açıkçası. Evet. Eskiden Evet. Yattara biraz öyleydi sanki. Aynen. Aklıma geldi. Aynen. Oyuncu 16 veya 17 yaşında keşfettiler. Fransız kulübü başkanı veya işte yöneticilerini nasıl ikna ettiler? Bu kadar genç bir oyuncuyu böyle bir turnuvadan alma konusunda nasıl ikna ettiler? İkna süreci zor oldu mu? Yönetimi ikna etme konusunda, karar vericileri ikna etme konusunda. Bir de olayı izlerken defterine yazdığı ilk kelime veya işte ilk birkaç kelime veya olayı nasıl tanımladı defterine yazdığı ilk notlarda bunu sorarsan iyi olur hocam. Comment avez-vous... Oui, moi je vous entends très bien. Dites-moi. Et vous, vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends, Comment- je vous entends. Très bien. Ok, c'est bon. Alors, en fait, comment vous avez convaincu la direction pour le recrutement de ce joueur? Parce que voilà, bon, même si vous êtes, c'est vrai que c'est peut-être plus facile parce que vous êtes seul, vous n'êtes pas une équipe, vous étiez seul, vous n'étiez pas une équipe de 10, mais un joueur pour son club, ça ne veut pas dire forcément que la direction donne le feu vert, je suppose. Donc, comment vous avez convaincu la direction, le président, etc. Et quand vous avez pris vos notes la première fois sur ce joueur, sur Oulay, est-ce que vous vous rappelez des premiers mots, des premiers trucs que vous avez écrits, que vous avez pris comme notes? Alors, comment j'ai. Alors, les notes, je vais vous parler des notes. Moi, je prends des notes assez simples, hein. Je mets la composition de l'équipe, enfin des deux équipes sur le terrain, à leur poste. Et ensuite, j'essaie de tirer un portrait des qualités qui me semblent importantes et qui me marquent, positifs et négatifs sur les joueurs qui me semblent intéressants à gros potentiel. Alors après, qu'est-ce que j'ai pu noter? Alors, j'ai pas mes notes, hein.
Mais je sais que ce qui m'avait marqué chez lui, voilà, c'est beaucoup de. Moi, j'adore la personnalité de Christo, c'est sa prise de risque, même dans des zones dangereuses, sa capacité à ressortir le ballon sous pression. Et, et voilà, ce côté un petit peu magicien quand il y a de la densité joueur, quand il y a de la pression, quand il y a du pressing, il est capable d'inventer un geste et de sortir et de ressortir le ballon très propre, quoi. Voilà. Ensuite, comment j'ai convaincu ma direction? Bah, j'ai parlé déjà à mon retour de ce tournoi, j'ai fait un petit peu le topo de ce qu'on avait pu voir, en indiquant justement qu'il y avait des profils qu'on avait identifiés, mais qui semblaient difficiles à concrétiser de par la concurrence. Et après, voilà, je vous dis, on s'est rendu une seconde fois en Côte d'Ivoire où, quand je suis rentré, ben, j'ai reparlé de ce dossier avec insistance. Et ensuite, quand il y a eu l'approche du mercato estival 2024, quand je reviens du deuxième tournoi au Maroc, pour lequel Christo ne participe pas, où les discussions se sont intensifiées avec les représentants du joueur, ben c'est là où j'ai fait part de la possibilité réelle et de notre coût à jouer sur un dossier comme ça, où j'ai dit il faut aller vite parce que des dossiers comme ça, pour nous, il y en a très peu et il faut sauter sur l'occasion et faire en sorte de le concrétiser et essayer de convaincre toutes les parties pour qu'on puisse se joindre main dans la main et commencer le chemin ensemble. Mais après, ça a été beaucoup. D'accord. Je me souviens, je crois que c'était beaucoup d'insistance auprès des représentants, quoi. Auprès des représentants, où on a fait valoir nos avantages, alors nos inconvénients aussi, mais beaucoup nos avantages. Et voilà. Mais je veux dire que la partie club, j'ai pas eu à vraiment à convaincre. J'ai argumenté, j'ai informé que ça allait être certainement un joueur avec une valeur marchande dans un avenir proche. Donc voilà, il fallait sauter sur l'occasion parce que ça allait être une révélation dans les années à venir de notre équipe première, quoi. Et après, ça a été très vite. Yönetim ikna etmek çok zor olmadı. Yani o konuda çok bir problem yaşamadım. Sadece en son hani çabuk bitirmemiz lazım transferi diye söylemişti yönetimine, başkanına. Çünkü yani elimizi çabuk tutmazsak başkaları kapacak. Şu an bir fırsat var. Bize para da kazandırabilecek bir transfer olabilir gelecekte şeklinde ikna etti. Asıl zorluk yani menajerlerini, aracı kişileri ikna etmek kolay olmadı dedi. Asıl mesele oydu. Avantajlarımızı belirttik. Hani bize gelirse şöyle olur, böyle olur. Hani o ayrıntılar vermedi ama o şekilde ikna etmeye çalıştık dedi ve nitekim oldu ama orada yani biraz uzun sürdü ikna konusu. Yani menajerleri, aracıları falan ikna etmek kolay olmadı. Ama en sonunda oldu ve oyuncu transfer edildi. Peki defterine ilk ne yazmıştı hocam? Onu söyledi mi acaba? Evet. Şimdi notlarım yok yanımda dedi ama ben zaten çok basit not alıyorum dedi. Önce işte takımların dizilişlerini yazıyorum dedi. Ondan sonra hani beğendiği topçu hakkında işte ufak basit notlar alıyor. Olay için de baskı altındayken topla kolayca çıkma konusunu yazdı. Mesela şey dedi, yani çok yoğun bir pres altındayken bile yani sihirbaz gibi bir şekilde bir hareketle oradan çıkabiliyor. Yani o zaman da hani onu görmüştü onda. O dikkatini çekmişti ve bunları yazmıştı. Yani en çok dikkatini çeken şey oydu diyebiliriz. Yani baskı altındayken tertemiz bir şekilde toplam baskıdan çıkmak. İşte sihirbaz kelimesini magicien deniyor Fransızca. Sihirbaz kelimesini kullandı. Hani baskı altındayken yani bir hareketle bir sihirbaz gibi bir şekilde çıkıyor üç kişinin arasından. Şu Ulayi'nin bedeliyle ilgili
bir soru soracağım. Şu anda dünya medyasında da sıklıkla konuşulan genç yeteneklerden birisi haline geldi. Dolayısıyla 40 milyon euro belki daha da üstünü bulabilecek bonservis bedelleri konuşulabiliyor. Bu bedelleri kendisi nasıl görüyor? Yani Ulayi buraları bulabilir mi? 40 milyon euroları, 45 milyon euroları bulabilecek bir isim mi? Kendisinin bu sezon transferini görebilir miyiz? Ne düşünüyor? Alors, question suivante. Vous savez, surtout avec son match contre l'Allemagne en Coupe du Monde, on parle beaucoup de lui dans les médias français, même internationaux. Et ça parle surtout, enfin en Turquie en tout cas, d'un transfert à 40 millions, 45 millions. Est-ce que sa valeur marchande pour vous vaut les 40 millions aux alentours, hein? Et vous pensez qu'il fera un bon transfert cet été? Alors, aujourd'hui, c'est difficile d'y mettre une valeur. Aujourd'hui, c'est les performances qui font que la valeur va augmenter ou pas. Aujourd'hui, Christo a réussi à émettre des performances de haut niveau dans le championnat turc. Il a fait la Coupe d'Afrique des Nations cet hiver où il a performé aussi, où il a montré qu'il était capable de faire dans un très bon niveau. Et là, aujourd'hui, il le fait à la plus grande échelle, c'est-à-dire à la Coupe du Monde. C'est sûr qu'aujourd'hui, s'il réitère les performances qu'il a pu faire contre l'équipe d'Allemagne, ben, c'est sûr que sa cote, elle va augmenter. Après, qui fait le prix aussi, ben, ça va être aussi la concurrence qui va pouvoir se mêler pour attirer le joueur et qui va faire que son prix va pouvoir monter. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Christo possède les qualités pour être un des meilleurs milieux au monde. Après, qu'est-ce qui va faire qu'il le sera ou pas? Ben, c'est sa régularité, c'est son professionnalisme, c'est son goût au travail et c'est sa manière de se remettre en question. Voilà, c'est tout ça qui va faire qu'à un moment donné, sa cote va grimper. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on le compare, quand on prend les meilleurs milieux au monde, aujourd'hui, Christo a les qualités pour un moment donné se mêler à la bataille parmi les meilleurs milieux au monde de son âge. Il va falloir certainement qu'il améliore peut-être comme je vous disais, sa régularité. Peut-être ses efforts défensifs qui par moments sont insuffisants. Faire attention aux prises de risques dans certaines zones dangereuses du terrain et peut-être augmenter un petit peu sa distance de course. Mais aujourd'hui, les qualités qui font que Christo se différencie, voilà, c'est ça. Malgré son gabarit, son gabarit atypique, ben, c'est sa capacité, comme je dis, à ressortir de la densité, capable d'inventer un geste technique pour faire lever un stade. Voilà, c'est un petit peu devient vite mascotte de son club où il est. Il était quand il est arrivé à Bastia. Il est, je pense, j'ai vu ça à travers des vidéos à Trabzon. J'ai vu un petit peu ce qui s'est passé lors de la Coupe d'Afrique des Nations. On va dire qu'il fait un petit peu le buzz, un petit peu où il est. C'est vrai. C'est vrai Ouais. qu'il a un petit peu cette tendance mascotte. Mais voilà, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, pour moi, et puis il le montre aujourd'hui. Après, il faut qu'il le réitère et qu'il soit plus régulier dans ses performances. Mais aujourd'hui, Christo a toutes les qualités pour être un des meilleurs milieux au monde dans les années à venir. Ouais. Il a toutes les qualités pour après, c'est à lui de faire en sorte d'y arriver. Bien sûr. Okey. Değer konusunda hani fiyat biçmek biraz zor. Hani 40 milyon değer biçmek ya da 35-45 bunu yani belirleyecek birkaç faktör var. Türkiye Ligi'nde ve Afrika Kupası'nda kendini kanıtladı. Şimdi Dünya Kupası'nda Almanya maçında da çok iyi oynadı. Bunu tekrarlaması, yani istikrarlı bir şekilde
sürdürmesi bu değeri arttırabilirdi. Bir diğer faktör de tabii ki talip olacak olan kulüpler ve kulüplerin sayısı. Yani ne kadar çok kulüp talip olursa değeri o kadar artar. Onun haricinde kesin olan şu ki diyor, yeteneğiyle dünyanın en iyi orta sahalarından biri olmaya aday. Bunu söylüyor. Ama bunun gerçekleşmesi için daha istikrarlı olması gerekiyor. Savunmasını biraz geliştirmesi gerekiyor. Yani savunmada yaptığı eforlar bazen yetersiz. Daha fazla efor sarf etmesi gerekiyor savunmada. Risk aldığı yerler saha içinde bazen bunları yani yanlış yaptığı şeyler oluyor. Yani bizde de mesela Antalya maçıydı sanırım. Gol yediğimiz, gerçi orada ayağım kaymıştı, bir şey olmuştu ama hani risk aldığı yerleri daha iyi Furkan belirlemesi. mikrofonun kapalı. Pardon, Trabzonspor dedi ya, Antalya maçını mı söyledi? Yok ben yorum kattım. Yok, Evet, Trabzon'la ilgili bir şey söyledi. Ona geleceğim. O Trabzon'la ilgili şey dedi. Yani bazı hareketleriyle biraz böyle hani maskotumsu bir futbolcu. Yani Bastia'da da öyleymiş. İşte fil dişinde Afrika Kupası'nda da işte bazı hareketleriyle tam böyle maskot olabilecek bir futbolcu. İşte izlediği videolardan da Trabzon'da da böyle olduğunu görmüş. Öyle söyledi yani. Saha içindeyse işte yani tekrar ekledi. İşte tribünü ayağa kaldıracak hareketleri oluyor. Yani yine böyle işte anlık, hani çok yaratıcı, hani baskı altında yani beklenmedik bir hareket oradan çıkabiliyor. Yani bunları kaç defa belirttiğim için ben de söylüyorum. Yani nereye gitse ayrıca maskot olabilecek birisi, bunu gördük diyor. Yani dünyanın en iyi orta sahalarından biri olacak kaliteye sahip ama olur mu onu kendi belirleyecek, yani istikrarı belirleyecek. Peki, Yoksa yetenek anlamında bir sorun yok. Geliştirilmesi gereken ufak tefek şeyler var demin dediğim gibi. Ama onun haricinde yani kalitesi muazzam. Çok peki istikrarlı. dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olabilir dedi ya. Daha önce de Verratti'ye benzetmişti tarzını. Marco Verratti'ye benzetmişti. Hala aynı görüşte mi, yoksa başka birine benzetir mi? Ve biliyorsun stoperden başladı. Orta sahaya yöneldi. Bu mevki değiştirme kısmında kendisinin bir rolü var mıydı, veya Bastia yetkilileri nasıl değişti bu mevkisi? Bir de dediğim gibi işte Verratti'ye benzetmişti. Hala Verratti'ye mi benzetiyor, yoksa başka birine benzetir mi oyun tarzını? Tabii ki. Par contre, j'ai une question. Est-ce Oulay, il a commencé en tant que stopper ou c'était juste au deuxième tournoi dont vous l'aviez observé qu'il avait joué stopper? Non, alors le premier tournoi, il alterne entre le milieu. Non, il a joué essentiellement. C'est le deuxième match en Côte d'Ivoire où il joue défenseur central. C'est pas son poste d'origine? Alors, c'est pas son poste, c'est justement de par sa taille, ça m'a interpellé. Ouais. J'avais demandé justement au entraîneur pour quelles raisons il avait utilisé. Et on m'avait expliqué que c'était par rapport à des sorties de balles, comme Christo avait une capacité à ressortir le ballon proprement et au sol. Et JMG, donc l'Académie Jean-Marc Guillou, accentue énormément leur travail là-dessus. Et j'en profite pour saluer le travail qu'ils font auprès de tous ces enfants d'Afrique. Ils font un travail exceptionnel au niveau accompagnement et formation. GMG, on retrouve beaucoup de jeux courts, de redoublement de passes, de mobilité, de progression avec ou sans ballon. Et voilà, j'ai une petite parenthèse, mais je tenais à saluer le travail qu'ils font et les joueurs qui fournissent de par leur travail. Voilà. Donc voilà, parenthèse fermée. Non, ben voilà, c'est sur le second match où il joue défenseur central, et on m'avait expliqué qu'on le faisait jouer défenseur central. Alors, un, parce qu'il était bon au duel, et de deux,
beaucoup sur des ressorties de balles. On recherchait du jeu au sol avec des passes qui peuvent casser les lignes. Donc voilà, c'est pour ça que Christo avait été utilisé défenseur central. Ok, c'était juste une exception pour ce match, quoi, le tournoi. Alors je pense. Alors après, je sais pas si, fréquemment il le faisait jouer défenseur central, mais je sais que sur ce match-là, oui. Et je crois que lors du tournoi, il y avait eu un match où il y avait eu mi-temps où il était passé défenseur central, effectivement. Mais le poste où il excellait le plus et le mieux, c'est milieu de terrain. D'accord. Et puis, en fait, dans un reportage précédent, apparemment, le joueur dont il ressemblait le plus selon vous, c'était Verratti. Est-ce que vous avez toujours la même analyse, le même avis, ou est-ce que vous le faites ressembler à un autre joueur? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Christo arrive à créer sa propre identité de jeu. Mais c'est vrai que pourquoi j'avais parlé de Verratti, parce que Verratti, j'ai ce souvenir de lui pareil, dans une densité de joueurs sous pression, il est capable de ressortir le ballon de par une prise de balle, de par un dribble, de par une prise de risque. Et c'est ça qui m'enchantait chez lui. Après, c'est vrai que Christo, il a des qualités athlétiques peut-être un petit peu plus explosives que Verratti. Aujourd'hui, si on pouvait un petit peu aller le comparer, c'est vrai qu'il y a un joueur qui est passé chez nous, mais bon, c'est peut-être pas le même profil, mais Michael Essien, peut-être sur des qualités athlétiques explosives, toniques, puissants, un petit peu semblable à Michael Essien. Et après, avec le ballon, c'est plutôt voilà, un joueur talentueux et un petit peu un magicien du foot. C'est pour ça que je l'ai comparé un petit peu à Verratti, mais aujourd'hui, Christo vole de ses propres ailes et a réussi à se créer son identité joueur. Verratti konusunda şunu söyledi. Yani artık Ulayi kendi tarzını yaratan bir futbolcu durumunda. O zaman niye Verratti'ye benzetmiştim diyor. Çünkü işte, topla çıkışları, temiz pasları, oyun kurma yeteneği benziyordu. Ama Ulayi'nin artısı Verratti'ye göre mesela atletik olarak daha atletik, daha patlayıcı bir futbolcu. Bunları söyledi. Ama işte hani risk almayı seven iki futbolcu, iki profil. Ondan dolayı da hani benzetme yapmıştı ama öte yandan şimdi yani Bastia'da da zamanında oynamış Michael Essien profilinde bir futbolcuya da benzetiyor Ulayi'yi. Yani bunları söyledi ve yine futbol sihirbazı cümlesini kurdu, kelimelerini kullandı Ulayi için. Stoper, orta saha o nasıl olmuş orası hocam? Onu sordum. Bu arada stoper başladı gibi bir şey tam söz konusu değil. O turnuvada hani o izledikleri turnuvada bir maç ve bir yarım devre sanırım stoper oynamış. Nedenini sormuş hoca zaten orada hani organizatörlere, işte takımına, hocasına artık neyse. Topla çıkışlarını ve ikili mücadelelerdeki başarısından dolayı o turnuvada o mevkide denemek istemişler. Belki stoper eksikliği de vardı. Bir de bu JMG Akademi bu pozitif futbol, işte oyun kurma, pasla savunmadan çıkmaya önem verdiği için Ulayi'yi öyle de denemek istemişler. Çünkü o kalite onda var. Onu söyledi. Ve parantez olarak da JMG Akademi'ye selamlarımı, saygılarımı iletmek istiyorum buradan dedi. Çok iyi çalışmalar yapıyorlar dedi. Afrika'nın birçok bölgesinde, birçok ülkesinde çok takdire şayan bir akademi olduğunu söylüyor. Ben de kişisel olarak duymuştum. Daha çok Mali'de olduklarını biliyordum. JMG Akademi'yi. O da bunları belirtmek istedi yani ek olarak parantez içinde. Bu kadar. Yani Verratti konusunda dediklerini aktardım.
ve stoper olayı da hani stoper başladı gibi bir şey söz konusu değil de o turnuvada stoper oynatmışlar, denemek istemişler. Peki o zaman ben şeyi soracağım. Trabzonspor'un hani genç bir oyuncusu, çok ciddi yatırım yaptığı bir oyuncu. Sezonu da çok iyi geçirdi. Dünya Kupası'na gitti. Dünya Kupası'nda Almanya maçında inanılmaz bir performans. Yani bütün globalde neredeyse başlıklardan bir tanesi Ulayi'di. Fakat iç basında bunun globaldeki kadar yansımasını dahi göremedik. Sadece Trabzonspor'a biraz daha yakın kalan medya grupları bazı paylaşımlar yapsa da genelde görmezden gelindi. Fransa'da benzer bir düzen var mı? Yani işte belli takımların haberlerini sadece yapıldı. Diğer takımların yok sayıldığı bir düzen Fransa'da var mı? Merak ediyorum. Onu sormak istiyorum. Bir futbol adamı olarak nasıl değerlendirir böyle bir anomaliyi? Là, c'est pas une question directement concernant les joueurs, c'est plutôt une comparaison entre la presse internationale et ou européenne et la presse turque. En fait, surtout après le match contre l'Allemagne, euh, il a fait le buzz sur les réseaux, sur Internet, etc., sur la presse, dans la presse internationale, disons. Par contre, en Turquie, on n'en parle pas trop, sauf les médias ou la presse locale de Trabzon. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a une situation similaire en France, similaire ou à peu près similaire? Est-ce qu'on néglige certains clubs si, par exemple, il y a un joueur de Bastia ou de Reims qui brille dans une compétition? Est-ce qu'on a tendance à ne pas en parler ou en parler beaucoup moins qu'un joueur qui joue dans un club de Ligue 1 ou Bah, c'est ou est-ce que la différence elle est très minime? Non, bah, c'est sûr qu'il y a une différence. Il y a une différence de par le standing du club auquel il évolue le joueur. Ça, c'est indéniable. Après, on s'aperçoit que malgré ça, si les performances sont de haut niveau, bah, le joueur il peut être dans n'importe quel club et on parlera de la performance à l'instant T, quoi. Peu importe le club où il évolue. Voilà. Après, c'est sûr que bah, Christo a eu une ascension fulgurante. Mais peut-être que les clubs qui aujourd'hui le sondent et l'observent peut-être que l'année dernière, quand il évoluait à Bastia, et du fait que justement il évolue à Bastia dans une division inférieure, il se disait qu'il y avait un step à passer entre le très haut niveau et le niveau pour lequel il évolue à Bastia. Voilà. Mais après, oui, c'est sûr qu'il peut y avoir à un moment donné, des fois, des circonstances sur le fait que le joueur, c'est sûr que si les performances elles sont faites, par exemple, on va prendre à l'échelle française, les performances qu'il a effectuées aujourd'hui, Christo en Turquie à Trabzon, si il réitère ça avec un club, je sais pas moi, comme Marseille ou comme Lyon sur la scène européenne, et ben c'est sûr que l'impact, je pense, sera différent. Mais après, du moment où les performances, du moment où le joueur répond présent par des performances de haut niveau sur le terrain, il peut jouer dans n'importe quel club. Je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui, il y a tellement justement les réseaux sociaux, les gens qui relayent l'information, les gens qui font des clips du joueur, de ses highlights. Voilà, aujourd'hui, l'information, ça va très vite. Et où qu'il soit le joueur, l'information est relayée. Et justement, on le voit avec Christo sur le buzz qu'il a pu faire là contre l'Allemagne. Mais aussi, je me souviens d'un moment donné, d'un passage quand il démarre la saison avec Trabzon. Il y a eu un moment donné où on a parlé énormément de lui dans les réseaux sociaux, dans les journaux, et il avait fait son buzz aussi à ce moment-là, quoi. Donc voilà, bon, on va dire qu'aujourd'hui, c'est plus la performance qui dicte la médiatisation du joueur que le club où il joue, quoi. Mais ça a son impact aussi. Ok. Et vous venez de dire il a fait un peu le buzz aussi à ses débuts à Trabzon, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'ai ressenti quand je le suivais un petit peu. Et il y a eu pas mal de joueurs il y a pas mal de gens qui ont relayé certaines informations, certaines actions. Alors c'est sûr qu'ils découvraient un petit peu la pépite,
Ça fait que voilà, il y a eu une effervescence autour de lui, mais j'ai senti ça, du moins j'ai senti ça à travers les réseaux sociaux où on le voyait, ouais, ouais. Moi j'ai trouvé qu'il avait fait son buzz et je me souviens aussi de la signature, et Trabzon est très fort là-dessus, de la signature l'été dernier quand il présente Christo, je crois que c'était euh, il était d'une tenue de chevalier ou je sais plus quoi, c'était à sa présentation et voilà. Aujourd'hui, c'est des choses qui font partie on va dire, du milieu du foot, du milieu médiatique et je trouve que ouais, ça crée le buzz. Şimdi basınlar arasındaki farkı sorduk. Tabii ki bir fark olabiliyor. Hani Fransa'da da hani oynadığın takıma göre değişebiliyor. Yani çok bahsedilip bahsedilmemesi bir oyuncuda. Ama yani ne olursa olsun yani performans yüksekse ve istikrarlıysa nerede oynarsan oyna yani bir şekilde medyada yer buluyorsun. İlk başta belki bir fark olabiliyor ama hani istikrarlı bir şekilde oynarsan bugün zaten sosyal medya işte editler, kesitler falan olduğu için bilgiler çok çabuk yayılıyor. Trabzonspor'da da yani ilk zamanlarında da epey videolarını görüyordum. Yani etki yapmış olduğunu ben gözlemledim dedi. Hı hı. Basket'dayken işte alt lig takım olduğu için biraz daha az bahsedilmiş olabilir dedi. E, Bir üst seviyede oynamasını beklemiş olabilir tabii ki insanlar. Onları söyledi. Ama mesela bugün Trabzon'da yaptığını yarın Lyon'da yaparsa, Marsilya'da yaparsa tabii ki daha çok bahsedilecektir. Yani biraz fark var tabii ki dedi ama çok da yani olağanüstü bir fark yok dedi. Önümüzde dedi artık nerede oynarsan oyna, yeteneğin varsa, istikrarlı bir şekilde oynuyorsan her türlü medyada yer alıyorsun. Hatta mesela şunu dedi Trabzonspor'a imzaladığında işte tanıtımı sanırım şövalye kılıklı yapmış bizim kulüp Ulayi'yi ben hatırlamıyorum ama Ben de Trabzonspor hatırlayamadım. tanıtımları şeyleri iyi yapıyor dedi. Bunu da belirtti. Kısaca Ya hocaya şimdi İstanbul basın tarihini anlatmak lazım da hiç gerek yok ona. aynen. O yüzden Şey soralım. Bastia kulübü olayının bir yıl içinde yaşadığı gelişimi nasıl yorumlar? Beklenilen bir gelişim miydi? Yoksa beklentilerin de üstüne mi çıktı? Çünkü son Almanya maçında çok iyi oynadı. Hatta Tottenham'ın eski hocası Thomas Frank da BBC Sport için yazdığı yazıda olayı uzunca övdü. Olayın yaşadığı gelişim beklenilen bir gelişim miydi? Yoksa dediğim gibi beklentinin de hani onların beklentisinin de üstüne çıkan bir performansı mı var şu an? Oulaye, en un an après son départ de Bastia, est-ce qu'il a répondu aux attentes, à vos attentes, ou est-ce qu'il est même passé au-dessus de vos attentes? Par exemple, il cite l'ancien entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, qui a écrit pour BBC et en parlant de Oulaye longuement et en bien. Et voilà, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que sa progression, elle a été à la hauteur ou même au-dessus de ce que vous pensiez? On va dire qu'aujourd'hui, honnêtement, on va dire que ça va très vite pour Christo, hein. Aujourd'hui, le potentiel, c'est indéniable, il y a aucun problème. Aujourd'hui, on va dire qu'il a il a levé certaines interrogations. Il a levé le fait qu'à un moment donné, il est venu, il s'est imposé à Trabzon. Il a fallu, je pense, digérer le fort montant qu'a pu poser Trabzon pour l'acquérir. Donc il y a tout ça qui fait que, alors c'est vrai qu'ils sont jeunes, ils sont insouciants, mais il y a une certaine attente, une certaine pression, justement quand il y a un fort transfert comme ça, il y a des attentes sur le joueur. Et c'est vrai que dès les premières, je pense, hein, alors j'étais pas sur place C'est vrai. mais dès les premiers instants, ben, on s'est aperçu que le petit, voilà, il est là et il n'est pas venu pour faire de la parution, quoi. Il est venu pour montrer de quoi il était capable et voilà, montrer même au club, je pense, plus huppé qu'à un moment donné, voilà, il est là et
et il fait valoir ses qualités. Donc oui, c'est vrai que ça a été assez vite. Il y a eu je pense que de par de par ses performances avec Trabzon et sa médiatisation, ben, il a été appelé en Sélection. africaine. Et là aussi, c'est vrai que voilà, il a pas qu'il a surpris parce que on est tous, enfin du moins, on est convaincus du potentiel du gamin. Après, c'est vrai que dès qu'on a l'impression que dès on lui donne la chance, il a saisi et il montre. Et c'est ça qui est remarquable. Et ça, je pense, c'est un trait de caractère qu'il a en lui. Et surtout, il ne faut pas qu'il perde ça. Il ne faut pas qu'il perde cette insouciance et cette capacité on a l'impression qu'il absorbe la pression, qu'il absorbe l'attente. Et pour lui, on ne va pas dire que c'est un jeu, mais il répond présent, quoi. Il a répondu présent quand il est venu du continent africain à Bastia au bout de 2 mois. Il a répondu présent. Il a été transféré à Trabzon après, je crois, 10 matchs ou 8 matchs à Bastia et il a répondu présent dès ses titularisations. Il va à la CAN, il démarre sur le banc et quand il est titulaire, quand on fait appel à lui, eh ben, il répond présent. Il va à la Coupe du Monde, pareil, il démarre pas les matchs, mais quand on fait appel à lui, il répond présent. Donc, c'est une forme de voilà, je suis là, je suis dans mes petits souliers, mais par contre, quand on fait appel à moi, ben, je réponds présent et je montre que je suis là. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, si on fait le bilan, il est arrivé à l'été 2024 à Bastia, dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, on est en 2026, 2 ans après, 24 mois après, et il fait une Coupe du Monde à l'âge de 19 ans, si je me trompe. Donc c'est magnifique. Peut-être qui eût cru qu'à un moment donné, 2 ans après ses premiers pas, il se retrouve à la Coupe du Monde. Alors, je me souviens d'un entretien qu'on avait eu, si je ne me trompe pas, et c'est anecdotique, c'est vraiment magnifique. Je crois qu'on est au mois de décembre ou janvier 2025, donc la première année à Bastia. Et il y a son papa, on invite son papa à venir rendre visite à son fils. Et lors d'un entretien avec il y avait l'entraîneur, les représentants du joueur, le papa du joueur et moi dans un bureau. Et je crois que le papa avait dit, pour objectif personnel qu'il avait lui, donc le papa du joueur avait dit, je veux que mon enfant aille à la Coupe du Monde 2026. Alors, c'est vrai que c'était peut-être un rêve pour lui et un souhait peut-être démesuré au moment où on se parlait. Mais aujourd'hui, la fatalité, c'est que le petit fait la Coupe du Monde après seulement un an après cette discussion, quoi. Et c'est magnifique. Pour vous dire, voilà, donc c'est vrai que peut-être que oui, ça a été vite pour lui, quoi. Mais il y a des gens qui y croyaient et Christo aujourd'hui, il en est là, c'est qu'il mérite tout ce qui lui arrive, il le mérite, quoi. Et bravo à lui. Bien sûr, exactement. Donc c'est quand il venait de signer chez vous, c'est ça? Que son père a dit que son objectif. Non, alors, quand il signe chez nous, je crois qu'à un moment donné, je ne sais plus si c'est au mois de février ou de mars, je ne sais plus trop. Et donc, c'est 6-8 mois après son arrivée. On invite son papa pour qu'il puisse rendre visite à son fils. Et lors d'un entretien, je vous dis, mais un entretien quelconque, hein, il n'y avait pas de but à cet entretien. On parlait un petit peu des axes d'amélioration de Christo et déjà du fait qu'on soit content de lui parce qu'il avait performé et qu'il avait avancé quand même. Et son papa, à un moment donné, il prend la parole et il dit, moi j'ai un objectif pour le petit, au-delà de l'accompagnement à côté sportif et extra-sportif, c'est j'ai un objectif pour lui à moyen terme, c'est la Coupe du Monde 2026 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ce qu'il nous avait dit lors de l'entrevue. Et entre nous, sur le coup, vous étiez quand même surpris, vous vous êtes dit... Moi, je vous dis sincèrement, je ne voyais pas jusque-là. Parce que je pense que si le petit reste à Bastia, l'année dernière, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire vienne appeler
un joueur qui joue en deuxième division à Bastia, malgré les bonnes performances qu'il aurait pu avoir. Alors, il aurait été à 2023, c'est chose qui a été faite, mais après, de là, passer le step de la sélection A, il y a quand même une différence. Donc voilà, je pense qu'il n'aurait pas été appelé. Donc, il a été transféré à Trabzon. Trabzon l'a exposé, l'a fait performer, l'a montré. Je pense qu'il y a eu un buzz qui s'est créé autour de lui. Et c'est pour ça qu'il a été appelé. Parce que je crois que quand il est appelé avec la sélection A pour la CAN, je pense que ses premières sélections, il est fait pendant la CAN. Je sais pas si mes souvenirs sont bons, mais je pense pas qu'il ait été appelé. Avant en amical, ouais. Voilà, c'est ça, avant. Il avait été appelé avec les U23, Ouais. je me souviens, mais pas avec la sélection A. Donc pour vous dire que voilà, le buzz qu'il a créé et qu'il a réussi à monter autour de lui, ben, ça lui a permis d'aller à la CAN et ensuite voilà, aujourd'hui il fait le mondial au Mexique, quoi. Très bien. Şimdi Ulay konusunda şunu söylüyor. Yani kendisi hakkında bir beklenti olmuştu ister istemez. Bilhassa Trabzon'a geldikten sonra. Yani karakterini gösteren bir şey var. Yani ne zaman ihtiyaç olunsa ve şans verildiğinde kendisine her defasında ben buradayım demiş bir futbolcu. Yani bütün şansları olumlu bir şekilde kullandı. Afrika'dan Bastia'ya geldi. Yani kaliteli futbolcuyum mu gösterdi. Bastia'dan Trabzon'a geldi. Yani bir adaptasyon süreci falan çok bir şey yani sıkıntı yaşamadı. Hemen kaliteli olduğunu ilk maçtan gösterdi. Milli takıma çağrıldı. Orada da kendini gösterdi. 11'de başlamasa da sonradan oyuna girse de 15 dakikada oynasa yine kendini gösterdi. Hayal kırıklığına uğratmadı. Şimdi Dünya Kupası'nda ilk maç işte 11'de oynamadı. Yine de iyi oynadı 15 dakika. Sonrasında 11 başladı Almanya maçında. Orada da neler yaptığını hepimiz gördük. Anekdot bir ayrıntı vermek istedi. Bastia transfer olduktan 7-8 ay sonra işte Aralık 24, Ocak 25 herhalde. Yani bize transfer olmadan birkaç ay önce diyelim. Kendisi, babası ve Ulay işte oturuyorlar, konuşuyorlar. Hani neleri iyi yaptığına dair, neleri geliştirmesine dair. Yani normal bir futbol sohbeti. Yani bir de babası herhalde Afrika'dan oğlunu ziyaret etmeye gelmişti o zaman. İşte konuşuyorlar. Babası sonradan hani söz aldı ve dedi ki ben çocuğum için bir hedef koydum. 2026 Dünya Kupası. Hı hı. Hocamız da yani o ya dedim hani siz nasıl tepki gösterdiniz ya da ne düşündünüz o an? Hani ben açıkçası çok gerçekçi bulmadım o an. Çünkü yani Bastia'dan, ikincilikten Dünya Kupası'na fil dişi sahili milli takımı futbolcu alır mı çok inanmıyordum. Ama işte 6 ay sonra 7-8 ay sonra Trabzonspor'a gidip orada da performans gösterince bu yol ona açıldı. Hatta mesela yanlış bilmiyorsam dedi ilk milli takım maçı direkt Afrika Kupası'nda. Yani öncesinde hazırlık maçı falan yok hatırladığım kadarıyla. Evet. Ve orada da kendini gösterdi. Yani ne zaman bir yani ihtiyaç olduğunda bir şans verildiğinde bir beklenti oluştuğunda o beklentiyi karşılıyor. Ben buradayım diyor. Pek hayal kırıklığına uğratmadı şimdiye kadar. Bundan sonrasında da yolu açık. Peki geçen yaz Mesela ne zaman bir baskı olursa kendi üzerinde o baskıyı yiyip yutuyor, kaldırıyor. geçen yaz Trabzonspor'dan önce veya Trabzonspor'un teklif yaptığı dönemlerde Bastia'ya olay hakkında olay için teklif yapan takımlar acaba birkaç tane sayabilir mi? Çünkü mesela Paris Saint-Germain'in ismi yazıldı Türkiye'deki birkaç yayın organında veya işte Chelsea, Paris Saint-Germain vesaire olay geçen sene isteyen takımlardan birkaç tane sayabilir mi? Bir de daha önce bulup keşfettiği ve dünya futboluna sunduğu yine birkaç oyuncu sayabilir mi acaba? Alors, deux petites questions. Est-ce que avant Trabzon, il y a eu d'autres clubs qui sont venus vous demander des informations
ou une offre concernant Oulay. Ça parlait, enfin, il dit que ça parlait un peu du PSG qui a demandé des informations à l'époque. Peut-être qu'il n'y a pas eu de discussion avancée. Il y a eu des rumeurs comme quoi le PSG a proposé une offre trop basse. Est-ce que vous avez une info est-ce que vous confirmez cette info et est-ce qu'il y a eu d'autres clubs qui sont venus s'informer sur lui et quelque chose qui n'a pas de lien avec cette question, mais vous personnellement, est-ce que vous pouvez citer 2 ou 3 joueurs que vous aviez observé, détecté auparavant dans le passé? Je crois que dans une conversation privée, il m'a parlé de Thauvin, comme quoi c'est vous qui l'aviez mis en avant, qu'il avait observé à l'époque quand il était jeune. Voilà, si vous avez vous pouvez citer 2-3 autres joueurs. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres clubs qui étaient venus demander des infos sur Oulay? Sur Oulay. Alors écoutez, le Paris Saint-Germain, du moins pas que je sache. Peut-être qu'il observait, peut-être qu'il y a eu une prise d'information auprès des représentants, mais il n'y a pas eu d'approche de club, on va dire. Il y avait d'autres clubs qui le surveillaient, qui l'observaient, qui sondaient, qui ont demandé, qui nous ont appelés, mais alors des clubs français, des clubs anglais, des clubs allemands. On peut pas en citer un ou deux? Pardon? On peut pas en citer un ou deux? Alors écoutez, il y avait eu des approches avec, je crois, il y avait Anderlecht, il y avait le club de Rennes qui avait sondé, il y avait Strasbourg, je crois, il y avait Nice. Mais voilà, il n'y avait pas eu d'approche vraiment. Alors il faut dire que nous, on n'était pas du tout, entre guillemets, vendeurs. Donc ça fait que ça pas refroidissait, mais ça mettait une certaine distance par rapport au club qui venait aux informations. Ou sinon, assez élevé. Mais oui, il y a eu des intérêts, bien sûr, il y a eu des intérêts parce que les performances de Christo ne sont pas passées inaperçues durant son passage à Bastia. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'offre concrète, mis à part à un moment donné une approche d'un club des Émirats. Mais voilà, on n'a pas été plus loin et ensuite il est venu l'intérêt de Trabzon et ça a été rapide. Ouais. C'était très rapide. Voilà pour l'intérêt qu'a suscité Christo chez nous. Et ensuite, pour vous parler des joueurs, des exemples, oui, il y a eu Florent Thauvin que j'avais détecté à Grenoble à son très jeune âge. Voilà, on a pu le faire venir suite au dépôt de bilan de Grenoble. Qu'est-ce qu'il y a eu après vous voulez que je vous cite des joueurs un petit peu qui ont performé, qui sont partis dans des clubs plus huppés que... Ouais. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait Saïd Diallo qu'on avait fait venir de Guinée, mais ça remonte à pas mal d'années, qui est parti à Rennes. Ensuite, il y a eu François Camano qui était parti, qu'on avait fait venir de Guinée aussi, qui est parti à Bordeaux et ensuite qui était parti en Russie pour après s'expatrier aux Émirats arabes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Lassana Koulibaly qui était parti, qu'on avait fait venir du Ghana, pardon, qui était parti à Angers, et ensuite qui est parti en Italie, qui est toujours en Italie en Serie A. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi dernièrement? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y avait Facine Conté, mais qui a malheureusement subi des blessures et qui n'a pas pu performer par la suite. Qu'on avait fait venir aussi de Guinée et qui a été vendu aux Young Boys de Berne. Mais on va dire qu'elle est les dossiers les plus... ceux qui ont atteint le plus haut niveau, on va dire, ces dernières années où j'ai pu intervenir directement, c'est Florent Thauvin, qui a été champion du monde avec l'équipe de France. Je pense Christo qui participe au mondial et qui va certainement faire une très belle carrière et qui a l'avenir devant lui. Quoi, voilà. C'est les deux joueurs qui... Alors, il y en a eu d'autres, mais qui n'ont pas eu le même impact, on va dire. Mais voilà, les deux joueurs qui me paraissent le plus avancé voilà, sur la scène européenne, voire mondiale, c'est ces deux joueurs-là. Voilà. Florent Thauvin qui est toujours en activité à Lens et Christo Oulay qui, j'espère, restera le plus longtemps en activité et qui fera de belles choses. Après, je pense qu'il y en a un autre chez nous qui va certainement faire de belles choses. Ouais. La même académie que Christo Oulay, qui est Alexandre Zaoué. Ouais.
Et Je vois, je pensais à lui. voilà, ben, je pense qu'il est parti pour faire de bonnes choses. Donc j'espère pour lui qu'il pourra suivre le même chemin que Christo et ça pourra lui ouvrir, je pense, le rêve de tout gamin ivoirien, c'est-à-dire d'atteindre la sélection A et de pouvoir être performant, que ce soit en Coupe d'Afrique ou lors d'un mondial avec sa sélection. Si vous parlez du même chemin, ça veut dire que nos chemins vont peut-être se croiser à Trabzon avec lui. Ah, mais écoutez, après, ça, c'est, je suis pas dans les réunions techniques de Trabzon, mais je pense que s'ils viennent sur un joueur comme ça, ils auront décelé encore un beau potentiel parce qu'il a du potentiel. Il a eu des bonnes performances cette année avec nous. Alors, il évolue à un cran supérieur, c'est-à-dire plus meneur de jeu que Christo. Mais voilà, le même genre de joueur, voilà, avec du potentiel, des qualités un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ouais. Et lui, on peut le faire ressembler à quel joueur, par exemple? Alors lui, c'est plus un meneur de jeu. À quel joueur on pourrait le faire ressembler? Il ne me vient pas d'idée en tête. C'est un joueur qui est aussi fantasque. Pardon, je reçois un appel. Je reçois un appel du papa de Christo, je crois. Ah, d'accord. Voilà. Et je vous disais, voilà, c'est un meneur de jeu, ouais, capable de faire des gestes un petit peu sortis de l'ordinaire, un créatif. Mais alors, si je pouvais le comparer, je ne saurais pas le comparer à qui. Là. Je suis désolé, mais j'arrive pas. Je manque d'imagination pour vous. Il a son propre style, on va dire. Pardon? Il a son propre style, on va dire. Bon, il a son propre style, mais après, certainement, il a des similarités avec d'autres joueurs. Hein. Mais voilà, c'est ce genre de joueur qui est un cran au-dessus, positionné en meneur de jeu, ben, capable de changer un match, capable de changer le cours du jeu. Très bon dans la création. C'est le papa, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, d'accord. Et du coup, pour vous, Oulay, c'est plus un 8, c'est un 6, un récupérateur, un 8,5. Comment on pourrait le... Pour moi, aujourd'hui, son meilleur positionnement, si on part d'un principe avec un milieu à 3, avec une pointe basse, ou axe droit ou axe gauche. Après, je pense qu'il peut jouer dans un milieu à 2, mais il faudrait qu'il soit associé à un joueur qui est capable d'abattre beaucoup de travail défensif pour justement lui laisser la liberté et la création offensivement. Il peut jouer aussi un cran au-dessus, je pense. C'est possible, voilà. Mais je pense, oui, son meilleur poste, ça va être un milieu à 3, axe droit ou axe gauche. C'est, je pense, là où il sera le plus à même à pouvoir à pouvoir exceller, quoi. Donc, dans un milieu à 3, plutôt, donc pas celui qui a un cran derrière, mais l'un des deux qui sont au milieu. C'est ça, c'est ça, exactement. Ou axe droit ou axe gauche. Donc, un milieu avec un 6 et 2 8. C'est ça, un 6 en base et 2 8, exactement. D'accord, ok. Je vais traduire tout le rest. Teklif yapan diğer takımlar ya da ilgilenen diğer takımlar. Paris hakkında öyle bir hani ben duymadım ama illaki izliyorlardı muhakkak diye düşünüyorum dedi. Ya da şey olabilir, hani menajerleri üzerinden, yani menajerleriyle irtibata geçmiş olabilirler ama kulübe gelen bir şey olmadı. Hani bilgi falan da hani istemek için bir şey olmadı onların tarafından Bastia kulübüne. Ama birkaç kulüp saydı. Hani ben istedim, hani sayabilir misiniz kulüpleri? İşte Anderlecht, Rennes, Strasbourg, Nice, bu takımlar ilgilendi. Ama hiçbirinden somut bir adım, teklif olmadı. Sebeplerinden biri ise Bastia kulübünün hiç satıcı olmaması dedi. Yani son anlarda herhalde transfer dönemi belki de Fransa'da kapanmıştı biz Ulay'ı aldığımızda, bilmiyorum ama Trabzonspor geldiğinde çok çabuk gelişti olaylar ve transfer. Teklif olarak bir tek şeyden Birleşik Arap Emirlikleri'nden o zaman bir teklif gelmiş.
hani ayrıntı vermedi ama öyle bir teklif oldu sadece. Yani somut olarak bir tek oradan teklif geldi. Diğerleri yani somut adım pek atmadı. E, Öyle olunca da Trabzonspor'umuz Yani Trabzonspor'un aslında altına girdiği riskin de yani aldığı sorumluluğun büyük olduğunu görüyoruz burada bir yandan da. evet, ama bir de şöyle de bakmak lazım. Hani bilhassa Rennes, Strasbourg gibi takımların hani talip olduğu yani izlediği bir futbolcu hani çok kötü çıkmıyor. O açıdan bilmiyorum bizim scoutlar bunu belki bu bilgileri belki biliyordu. Bilmiyorum ama yani bir şeyler ürettiği belliydi. Hani risk çok büyük müydü? Bu anlatılanlara göre sanki çok büyük değilmiş gibi gözüküyor ama futbolcu tuttuğu için şimdi öyle konuşması da Tabii kolay. abi yani 5 milyon euro 19 yaşındaki oyuncuya veriyorsun. Evet. Üstelik Biraz çok riskli. profesyonel bir maça çıkmamış. Onun haricinde neydi? Diğer futbolcuları sormuştuk hani kendisinin bulup çıkarttığı. Yani şu an iki yani en baba topçu diyebileceğimiz kendisinin direkt etkili olduğu ortaya çıkardığı Toven, Florent Toven, Evet. bir de bizim Ulay. Diğerleri işte Kamano'yu saydı. Ben biraz biliyorum Fransa Ligi'nden. Hı hı. Lassana Koulibaly'yi saydı. Şu an Serie A'daymış. Evet. Futbolcu daha saydı Afrika'dan ama kimisi sakatlandı. Çok iyi bir kariyere sahip olamadılar. Kamano'yu biliyorum. En son Rusya'ya gitmişti. Spartak Moskova'ya galiba. Gineli. Ama en kayda değer iki futbolcu Toven ve şimdi Tomen Ulay. Ulay. Sonrasında biz sormadan bile kendisi söyledi. Şimdi de bizim takımımızda bulunan Zuayi'den bahsetti yani Asya'dan. Onun da yolunun Ulay gibi olabileceğini düşündüğünü söyledi. Ben de şakayla karışık işte aynı yol dediği için ben de dedim ki yani aynı yoldan bahsediyorsanız demek ki Trabzonspor'a gelecek. O da güldü. Tabii ben bilmiyorum hani görüşmelerden şeylerden haberdar değilim ama dedi eğer Trabzonspor gelirse dedi yine gelecek vadeden kaliteli bir topçuya sahip olur vurgusunu yaptı. Profil olarak da bir tık daha yani 10 numaraya yakın bir futbolcu dedi Zuha için. Sonrasında hani konu konuyu açınca ben de sordum. Kusura bakmayın sizden izin almadan. Estağfurullah. Ne olarak görüyorsunuz tam olarak hani 6 mı 8 mi 8,5 mu yani nerede konumlandırıyorsunuz sahada? Dedi ki üçlü orta sahanın yani üçlü orta saha bir 6 numara önünde 2 tane 8 işte o 2-8'in biri olarak daha iyi performans gösterdiğini düşünüyor. İkili orta sahadaysa ikili orta saha olursa biri Ulay olabilir ama dedi diğer orta saha çok savunmacı yani savunma eforu yüksek biri olmalı ki Ulay daha rahat oynayabilsin dedi. Anca öyle olur ikili orta sahada dedi. Ama en ideali üçlü orta saha 6-2-8 numaranın biri. Başka bir şey ekledi mi? Ona göre toparlayalım. Yok başka bir şey eklemedi. Tamam o zaman teşekkür edelim. Yavaştan kapatalım. Burada 6 dakika kalmış şeyin bitmesine. Ve çok uzun da olmasın. Furkan senin mikrofonun kapalı yavrum. Mr. Antonetti, thank you very much. It was a historic interview. Merci beaucoup monsieur Petit. Merci beaucoup Mr. Antonetti. Merci à vous. C'était un Çok plaisir et voilà merci pour les réponses que vous avez données à nos questions. J'espère avoir été assez clair et convaincant Oui, pour vos collègues. bien sûr. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez. Vous avez quelques mots. Non, écoutez, moi c'est juste la curiosité de voir comment Christo et comment Bastia est vu par rapport à un dossier comme ça, par rapport à comment Bastia est vu par rapport à Trabzon et voilà, ça, la curiosité de connaître un petit peu leur point de vue. Bah, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, à Trabzon, en tout cas, les gens là-bas en Turquie, ils connaissent peut-être pas beaucoup, mais les jeunes, ils connaissent un peu parce que voilà, c'est la Corse, c'est une île à part de la France, un petit peu en dehors. Mais enfin, ce qu'on sait aussi, c'est que les Corses,
on a des similarités parce que en général, les gens de Trabzon, on est un peu foufou entre guillemets, Mhm. et on sait que les Corses sont un peu similaires. Donc même les gens de là-bas, la jeunesse en tout cas, hein, les gens qui s'intéressent un peu, ils savent qu'il y a des similarités. Euh, donc je peux dire ça. Moi, je le sais encore plus, hein, parce que je suis franco-turc. Oui, ben, vous êtes sur le territoire. C'est vrai. Voilà. Et voilà, moi je suis un peu, enfin je regarde pas trop les matchs, mais malheureusement j'ai vu que Bastia est descendu en National, 3. Maintenant ils vont appeler ça la Ligue 3, je crois. c'est ça. En tout cas, j'espère que vous allez remonter vite. Arkadaşlar benim bir şey varsa ben kaçıyorum. Tamam. İşten aradılar çünkü gitmem lazım. Telefonla aradılar. Biz 2-3 dakikayı bitiririz, sen kapatabilirsin. Sıkıntı yok. Ama nasıl kayda alacağız? Bir dakika. O final konuşması yapalım. Siz muhabbet edecekseniz yine edin. Tamam. Tamam, okey. Yok, Tamam. bir iki soru sordu. Yani karşılıklı konuştuk. Korsikalıları nasıl görüyoruz? Onu işte merak ettiğini söyledi. Nasıl görünüyoruz işte Türkiye'den, Trabzon'dan. Ha şunu söyleyeyim. Napolyon Bonaparte bir kere onu diyeceğim. Napolyon Bonaparte. Napolyon Bonaparte'ı kendisine çok küçük sorun, bunu sorabilir misin? 16 yaşında bir teğmenken ilk görev yerinin Korsika'daki bir isyanı bastırmak olduğu doğru mu? Tercüme etmek kolay değil. Bir dakika. Alors en fait, il a une question. Il dit que Napoléon Bonaparte, quand il avait 16 ans, il est venu en Corse pour. Enfin, il demande si c'est vrai qu'il est venu en Corse pour empêcher enfin, les Corses qui se révoltaient. Il y a une anecdote comme ça. Il demande si c'est vrai ou c'est une légende. Alors, Napoléon Bonaparte est corse. Après, je ne sais pas s'il est venu à l'âge de 16 ans. Oui. En Corse, je ne pense pas. Il est parti en France. Donc c'est l'inverse, on va dire, c'est ça? Voilà, c'est ça, je pense. Hein, je pense que c'est ça. D'accord. Oui. Mais Napoléon, exactement, effectivement, est un Corse. D'accord, oui. Yok şunu diyor, onu bilmiyorum diyor, yani tersi olabilir diyor çünkü Korsikalı kendisi. Korsikalı, evet, ben Korsikalı olduğunu söyler misin? Korsikalı olduğunu bildiğim için o biraz bana enteresan gelmişti. Korsikalı olmasına rağmen ilk görev yeri de Korsika. Il a mené la révolution, ouais, c'est ça. En fait, il était surpris parce qu'il sait que Napoléon est corse, mais sa première mission, disons, c'était d'aller en Corse empêcher la révolte des Corses, justement. Donc, c'est pour ça que ça lui paraissait bizarre. Il voulait savoir si c'était vrai ou c'était une légende. Ah, d'accord, ok. C'est peut-être une légende. Non, écoutez, il s'adresse à la mauvaise personne. Hoca 2 dakika kalmış. Faux histoire, mais il est possible que ça soit vrai. 2 dakika kalmış. Çok hızlı çok teşekkür ederiz diyelim. O da bize teşekkür etsin. Ben hemen kaçayım, siz devam edin, olur mu? Ben Tamam. çünkü işe gideceğim hemen. 2 dakika kaldı şeyin bitmesine de. Monsieur Antonetti. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Thank O you. zaman see you later. Videoyu burada bitirelim. Siz Aynen. devam edebilirsiniz. Ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.